l'ISF est un impôt indéfendable. On ne va pas refaire le procès de l'ISF, etc. Donc, la vraie question n'est pas de faire une énième critique de l'ISF, c'est de savoir comment on en sort. Moi, je pense qu'on ne peut en sortir que par son abrogation, et non pas par ce qu'a fait la droite et le centre lorsqu'elle était au pouvoir, c'est-à-dire d'essayer de le vider partiellement. Et je pense qu'il faut être clair. Nous sommes le seul État qui a créé ce monstre, il faut l'abroger. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'en politique, le problème n'est pas d'avoir raison, le problème c'est d'en persuader le peuple, et subsidiairement ses collègues. Bien. Et donc, je crois qu'on ne peut supprimer cet impôt, qui rapporte, disons, à peu près entre 5 et 6 milliards, qu'en contrepartie d'un effort sur les droits de mutation. Ouais, de dire, ben voilà, c'est un impôt imbécile qui va dans le sens inverse des intérêts de la France, des entreprises, de la création d'emplois. C'est ça l'argumentaire. Eh bien, on augmente les droits de succession, grosso modo, à due concurrente, c'est 5 à 6 milliards. Ça peut passer. En disant, ce n'est pas un cadeau fait aux riches, c'est un cadeau fait à l'emploi, aux entreprises, pour qu'elles soient plus prospères et qu'elles contribuent à redresser ce pays. Je crois que c'est ça le premier point. Et d'arrêter d'essayer de faire des lois du trade pour essayer de sortir une partie, pour limiter la perversité de cet impôt. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet compliqué, qui est la déductibilité des frais financiers. Il y a eu grandes agitations il y a maintenant 5 ans, lorsque Sarkozy s'est entiché de l'idée qu'on allait avoir une convergence fiscale franco-allemande. C'est ça l'idée. Et donc, on a chargé la Cour des comptes de faire une étude pour comparer impôts sur les sociétés, enfin un certain nombre d'impôts, dont l'impôt sur les sociétés. Et dans cette affaire, ça a eu un effet qui n'était pas du tout celui qui était recherché, c'est qu'on a constaté que, certes, nos collègues allemands avaient des taux d'impôt faciaux plus bas que les nôtres, mais qu'ils avaient à l'époque toute une démarche pour limiter de plus en plus la déductibilité des frais financiers. Quelle était l'idée derrière? L'idée derrière, c'est que c'est une idée de politique concurrentielle, en disant que pousser les entreprises à s'endetter, car la déductibilité réduit de 1/3 le coût du capital emprunté, n'était pas dans l'intérêt à long terme d'une économie prospère. C'était ça l'idée derrière. Il y avait d'ailleurs une autre idée, qui était la lutte anti-concentration, mais qui était par parenthèse un héritage américain, qui était d'avoir un taux d'IS différencié selon qu'on distribue ou qu'on met en réserve. Et à l'inverse de ce que disent beaucoup en France, les Américains leur avaient imposé cela dans le cadre de la lutte anti-concern, c'est-à-dire anti-concentration. C'était ça l'idée américaine. Ce n'est pas les Allemands qui ont inventé ça, c'est les Américains qui leur ont envoyé. Donc tout ça pour dire qu'on a eu de très grands débats qui ont fini dans le cadre de la recherche de l'extension de l'assiette française par cette mesure complètement imbécile, sans fondement, qui est que, je simplifie, ne sont plus déductibles le quart des intérêts financiers. Pourquoi le quart? Pourquoi pas 50%? Il n'y a aucun fondement à tout ça, vous voyez. C'était une mesure de rendement aussi qu'on a habillée dans le genre, il faut augmenter le coût du capital emprunté pour conforter les capitaux propres. Enfin, c'est une idée un peu étrange de croire qu'en augmentant le coût du capital emprunté, on va faire basculer une stratégie financière pour augmenter. Alors, immédiatement, on a vu les effets complètement pervers de cette mesure. Je vous prends l'exemple du champagne, puisque nous sommes à table. Le champagne, c'est extrêmement capitalistique. L'industrie du champagne, je ne parle pas de la production du raisin et de sa transformation, mais de l'industrie du champagne. Vous avez des stocks en moyenne de l'ordre de 4-5 ans qu'il faut porter. Vous avez le même problème en cognac, encore pire, parce que dans le cognac, c'est 7 ans, 8 ans, 9 ans, enfin ça dépend des produits. Et donc, l'essentiel de l'endettement, il n'est pas lié au financement de l'outil industriel, mais le financement des stocks.
Donc ça avait des effets très étranges. Je me souviens de Carole Duval-Leroy, qui dirige l'une des entreprises encore familiales dans le Champagne, qui m'avait montré ses comptes. Cet superbe amendement du gouvernement aboutissait à lui faire payer de l'IS alors qu'elle était en déficit. Ouais. C'est quand même étrange. Ben oui, puisque le poids des frais financiers était tel. Bon. Alors, grande discussion, et on a bidouillé un amendement un an plus tard pour sortir les stocks à rotation lente, c'est-à-dire qu'on a sorti la partie des frais financiers qui finançait les stocks. Oui, donc c'est ce que j'appelle le bidouillage. Et donc, moi, je n'étais pas hostile, si vous voulez, à une réflexion sur comment créer un frein à l'endettement des entreprises, c'est-à-dire d'avoir une dégradation des fonds propres. Mais à ce moment-là, qu'on rende non déductibles les intérêts de la dette au-delà d'un ratio, par exemple, de 1 contre 1, bon, il y a un fondement économique, c'est-à-dire de constituer un frein à l'endettement. On dirait que les banquiers ne sont pas totalement débiles, hein, et plus le ratio entre les fonds propres et les capitaux empruntés se dégrade, plus ils deviennent prudents. Ceci dit, quand on analyse l'idée, c'était l'idée d'Aftalion et de quelques autres, c'est que le coût de la dette augmentait en fonction de la dégradation du rapport d'étalon à moyen terme sur fonds propres, n'est pas du tout vérifié en France. Il semble bien que le comportement des banquiers français soit plus proche du prêt sur gage que de la prise de risque. D'ailleurs, si les banquiers français avaient un comportement pro-risque, on devrait avoir des taux d'intérêt qui ne sont pas une fonction décroissante de la taille de l'entreprise. Or, c'est ce qu'on constate en France, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres pays. Ouais. Donc, à mon avis, ceci relève moins d'un problème fiscal que d'un problème d'évolution des comportements. Alors, on m'a demandé de traiter d'un troisième sujet en 3 minutes, qui est la nouvelle ordonnance, puisque sur les règles prudentielles s'appliquant aux banques et assurances, dans le cadre de la création de l'Union bancaire européenne. Cette affaire est une affaire majeure sur l'avenir de notre système économique. Tellement majeure qu'on a privé le Parlement de tout débat, puisque nous avons voté une loi pour donner les pleins pouvoirs au gouvernement, qui a sorti son ordonnance en avril. Bon. Et on peut néanmoins modifier le texte lorsqu'il y aura la loi de ratification. Ça se fait rarement, mais c'est possible. Et donc, il me semble, c'est du moins ce que nous disent tant les assureurs que les banquiers, c'est qu'on a été un peu imprudent à l'égard des capitaux investis par les banques et les assurances dans les PME. Parce qu'on rend, alors là, le coût du capital investi extrêmement élevé. Et la plupart des assureurs nous disent, investir dans des PME une partie de nos réserves techniques, avec ces nouvelles règles, c'est complètement dissuasif. Car on nous demande des capitaux en contrepartie qui font que on ne le fera pas. Et je ne parle pas du problème de la liquidité, enfin, parce que, bon, mais rien que sur ce point. Et les banquiers nous disent aussi la même chose. Donc, je serais intéressé d'avoir un peu, enfin, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, un peu vos réactions sur ces 3 sujets. Voilà pour l'introduction un peu plus longue que prévu. Merci, monsieur le député.